Bonjour, voici la vidéo d'aujourd'hui qui est sur les composés ioniques ici. J'en ai quelques exemples, le fluorure de lithium, l'oxyde de sodium et le sulfate de cuivre. Comment est-ce qu'ils sont organisés? Voyons voir ce que l'on peut mettre en place. Alors voyons voir, j'ai fait un petit carton qui nous mentionne les composés ioniques binaires. Ils sont différents des composés ioniques et la raison est que les composés ioniques binaires ont deux éléments spécifiques. Regardons ici le magnésium et l'oxygène, le potassium et le chlore, le magnésium et le phosphore. Et on a ici différents oxydes, l'oxyde de manganèse et aussi on a l'oxyde de manganèse et ainsi de suite, et nous allons en parler tout à l'heure. Alors, composés ioniques binaires, ils ont deux éléments, comparé à un composé ionique tout court qui inclut les composés ioniques binaires, incluant celui-ci qui est le sulfate de cuivre. Et le sulfate de cuivre, on peut voir, a plus que deux éléments. Donc celui-ci n'est pas binaire, tandis que les deux ici le sont. Alors j'ai mis notre affiche ici et voyons voir comment est-ce qu'on nomme les différents composés ioniques. Donc ici j'ai des composés ioniques binaires et voyons voir. Donc on peut voir ici que nous avons le chlorure de potassium, le nitrure de magnésium, voilà, l'oxyde de magnésium, et on peut voir que j'utilise le magnésium et le calcium ici. Nous avons le fluorure de lithium, le sulfure d'aluminium, le phosphore de magnésium, l'iodure de calcium ainsi que le bromure de calcium. Donc ici, ce qui est important, c'est de regarder que premièrement, on a besoin de l'anion. L'anion est toujours le premier mot. Alors ici, l'anion de et donc ici, on met toujours l'anion en premier. Alors ici, le chlore devient un chlorure de potassium. Et voici les deux éléments que nous avons ici. Maintenant, si on regarde, on a le chlore devient le chlorure. Nous avons l'azote, il est le nitrure, le fluor qui est le fluorure, le soufre qui est le sulfure, le phosphore qui devient le phosphure, l'iode qui devient l'iodure et le brome qui devient le bromure. Donc ici, les éléments l'iode, le brome ainsi que ceux que je viens de mentionner sont des non-métaux. On les retrouve à la droite du tableau périodique. Et on ajoute le métal par après. Puisque nous avons des charges prédéfinies en ce qui concerne ces non-métaux, ça devient facile à considérer. Une des questions que vous avez peut-être en ce qui concerne les composés ioniques sont les charges des différents ions. Alors voyons voir. Ce qui est intéressant, c'est que l'iode ici ainsi que le brome, tous les deux font partie des halogènes et ils ont ici un signe négatif comme cela. Ce qui est intéressant, le calcium est un métal alcalino-terreux et celui-ci a une charge de 2+. Alors ici, ça va bien parce que si on regarde, nous avons le calcium avec une charge de 2+, et l'iode avec une charge de 1-. Si on était pour savoir quelles seront les proportions à l'intérieur du composé ionique, on fait un chassé-croisé. Alors nous prenons le 2, il va aller ici, et le 1 va aller là. Et donc le composé devient Ca1I2. Et puisqu'on n'indique pas le 1 ici, on a donc un iodure de calcium ici. Si nous prenons par exemple le sulfure d'aluminium, voyons voir, le soufre a une charge de 2-, l'aluminium a une charge de 3+. Voyons voir.
Nous avons nos ions ici avec les charges. On fait un chassé-croisé. Voyons voir quelle est la molécule ou le composé résultant. L'aluminium ici et le soufre avec le 3. Donc, c'est une façon de pouvoir construire les molécules et savoir quel est, bien sûr, notre composé ici. Nous avons donc ici des échantillons ou des exemples de composés ioniques binaires. Alors, prenons un instant pour savoir comment sont les noms de ces formules. Donc, essayons, je vais aller lentement pour que vous puissiez me le dire ou le deviner avant que je l'écrive. Donc, celui-ci avec l'oxygène et le lithium devient l'oxyde de lithium. Le soufre et le potassium voilà, le sulfure de potassium. Ici, le brome et l'aluminium devient le bromure d'aluminium. Donc, j'indique toujours ici, pour commencer, l'anion. Je mets la terminaison, donc c'est ure pour tous sauf l'oxygène qui est ide. Et le petit mot ici, de suivi du métal. Le suivant, l'azote et le sodium. Le nitrure de sodium. Voilà, très bien. Maintenant, n'oubliez pas que le tableau périodique nous aide énormément parce que celui-ci a les noms. Donc, Br, qu'est-ce que c'est? C'est le brome. N'oubliez pas d'utiliser le tableau périodique à tous les jours et quand on fait des activités. Le suivant, l'iode et le magnésium. L'iodure de magnésium. Alors, je vais aller de l'autre côté parce que on m'a dit dans la dernière vidéo que j'écrivais mieux ici qu'en classe. Voyons voir si je peux améliorer ces petits mots ici. Les prochains, nous avons le fluor et le lithium, suivi du chlore et du sodium, et le phosphore et le magnésium. Prenez un instant pour réfléchir et dites-moi qu'est-ce que c'est. Nous avons donc le fluorure de lithium, le chlorure de sodium, et ça ici c'est le sel de table, on en parle souvent, on l'utilise en classe dans certains labos, et le phosphure de magnésium. Très bien. Ici, ce qui est intéressant, c'est que les mots fonctionnent très bien pour la nomenclature, car les signes ou les charges ici de chacun de ces ions est toujours les mêmes. Voyons voir. Ici, le fluor, le chlore ont des charges négatives 1 parce que ce sont des halogènes. Le lithium et le sodium, des métaux alcalins, ont une charge de plus. Magnésium ici, charge de 2 plus et le phosphore 3 moins. Donc on peut voir ici le chassé croisé. On peut voir que si la charge de l'iode est négatif 1, avec le 2 plus ici du magnésium, on a besoin de 2 atomes d'iode. Pour ici, la charge de l'azote est 3 négatif. Nous avons que le sodium a une charge de positif 1. Donc, avec le chassé croisé, ça nous permet de donner une molécule qui est un composé qui est stable ici. Alors, voyons voir la prochaine étape, c'est qu'est-ce qui arrive si on a un ion qui a des charges qui peuvent varier dépendant de l'environnement. Alors, dans un instant, je vais vous montrer des exemples. Nous avons donc ici 5 exemples de composés ioniques binaires. Mais les différences sont les suivantes. FeO et Fe2O3, les deux sont des oxydes de fer. Ici, Mn qui est le manganèse et l'oxygène, manganèse et oxygène, on peut voir que les rapports, donc le nombre d'atomes dans chacun des molécules est différent. Par contre, on a pour tous les trois des oxydes de manganèse.
Alors, comment est-ce que l'on peut découvrir avec le nom quelle molécule nous avons à faire? Donc, ce qui est intéressant pour commencer, c'est que l'oxygène a toujours une charge négative 2. Donc, voyons si ça nous aide. 2 moins. Très bien. Maintenant, si on regarde ici, avec une charge négative 2, si on a un oxygène et il y a un fer, quelle sera la charge du fer ici, selon vous? Il sera bien sûr 2+. De la même façon que MnO comme ceci, si l'oxygène est négatif 2 et il y a un manganèse, celui-ci aura une charge de 2+. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facile à trouver. Pour celui-ci, nous avons donc une charge de 2 négatifs et on a 2 fers comme cela. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé du chassé croisé et voyons voir si ça peut nous aider. Le 2 a été transféré ici, donc la charge du fer ici sera donc 3+. Si on vient ici, on a un oxyde ici de manganèse. Nous avons ici une charge de 2- pour l'oxygène et 2 ici pour le manganèse. Si on a 3 oxygènes, nous aurons une charge du manganèse qui sera de 3+. Maintenant, celui-ci est intéressant parce qu'on a 2 oxygènes et chacun des oxygènes a une charge de 2 négatifs. Donc, au total, on a 4 négatifs formés par ces 2 ions ici. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle sera la charge du manganèse si on a une molécule avec une charge neutre? Ce sera donc bien sûr 4+. Maintenant, comment est-ce que ces charges peuvent nous aider avec la nomenclature ici? Voyons voir. Pour l'oxyde de fer, alors ici, c'est le fer ou l'ion positif qui change de charge. Donc, on a une notation qui a été appelée la notation de Stock. Stock, qu'est-ce qu'il a dit? C'est comment est-ce qu'on peut ajouter au nom quelque chose qui peut nous aider? On a utilisé les nombres romains ou les chiffres romains, dépendant comment vous le dites. Alors, pour l'oxyde de fer, ici, le premier, on regarde la charge du fer est 2+. On aura donc un chiffre romain qui est 2+. Le fer ici est 3+. Et donc, on a notre oxyde de fer qui nous donne la charge du métal. Ici, pour l'oxyde de manganèse, voyons voir, charge de 2+, chiffre romain de 2, manganèse, charge de 3+, 3 ici, et le manganèse avec une charge de 4+, comme cela, un 4 en chiffre romain. Donc, on peut voir que dépendant de l'environnement, le manganèse peut avoir différentes charges. Ça, c'est un bon résumé et je vais arrêter ici pour les composés ioniques. La prochaine vidéo nous parlera des composés moléculaires ainsi que la nomenclature pour ceux-ci. Alors, à la prochaine!